Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. J'ai ici à mes côtés le petit Sissi poilu et la tasse avec un petit Sissi poilu, mais ceci n'est pas le sujet de la vidéo. Nous allons parler plateformes de streaming, nous allons parler séries. De toute façon, cette semaine c'est la semaine des séries. On a commencé avec Ring of Power, on a continué avec She-Hulk et aujourd'hui nous allons parler d'une série dont le 7e épisode sort normalement en même temps que cette vidéo. Nous allons parler de la série Andor sur Disney+. Andor, c'est la nouvelle série dans l'univers de Star Wars qui a été rachetée depuis de nombreuses années maintenant par Disney, et donc les films de l'univers et surtout les nombreuses séries qui sont sorties sur l'univers sortent directement sur la plateforme de la compagnie. Si je n'étais pas convaincue par les précédentes séries, j'attendais celle-ci avec impatience. Je me suis laissé 6 épisodes pour me faire une idée, pour me décider à savoir si j'allais vraiment accrocher à la série ou pas, parce que comme je l'ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo Star Wars, je vous invite d'ailleurs à aller la regarder, l'univers de Star Wars c'est un univers dont je me méfie maintenant, depuis qu'il appartient à Disney notamment, et depuis les derniers films qui sont sortis, et là comme d'habitude je me méfie, j'ai des choses à dire, je suis donc très contente de faire cette vidéo avec vous, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Andor est une série en 12 épisodes, ça paraît beaucoup effectivement, c'est plus que ce à quoi on est habitué, notamment sur Netflix avec le fameux 8 épisodes récurrents, max 10, 12 épisodes c'est pas mal, surtout que ce sont des épisodes qui durent un peu moins d'1 heure, donc on en a quand même pour à peu près 12 heures de visionnage. C'est une série qui a commencé le 21 septembre 2022, donc il y a un peu moins d'un mois. C'est d'ailleurs pour la sortie du premier épisode et pour célébrer la sortie de cette série qui me faisait enfin envie dans l'univers de Star Wars que je vous avais sorti ma petite vidéo chit-chat un peu chill pour revenir ensemble sur cette énorme saga, cet énorme univers cinématographique qui est Star Wars, un univers que j'aime, pour lequel j'ai des goodies et dans lequel j'aime me replonger, mais depuis le rachat en 2012 par Disney de la compagnie Lucasfilm pour 4,5 milliards de dollars, mais bref, on va pas revenir sur les détails, mais depuis le rachat en 2012, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et aujourd'hui je suis plutôt blasée vis-à-vis de ce qui sort, voire même méfiante. En fait, il y a des séries que je n'ai carrément pas vues, comme la série de Obi-Wan ou encore le livre de Boba Fett, parce qu'elles ne me faisaient tout simplement pas envie. Or, la série Andor, elle me faisait envie, et septembre 2022, j'étais devant ma télé et j'ai regardé ce premier épisode. Ça fait un peu moins d'un mois et au moment où je tourne cette vidéo, on en est au 6e épisode de la série, on est donc à mi-parcours et j'avais très envie de vous faire une vidéo dessus, déjà parce que j'ai très envie de continuer de suivre la série avec vous chaque semaine par des petits shorts, comme j'ai fait pour She-Hulk, comme j'ai fait pour Rings of Power, comme j'ai fait également pour House of the Dragon, comme je fais encore pour House of the Dragon puisque c'est pas fini. J'ai envie de suivre la série parce que j'avoue, j'étais méfiante, j'étais réticente, mais il y a des choses qui me donnent envie de continuer jusqu'au 12e épisode et donc jusqu'au 23 novembre et surtout de continuer avec vous. Alors la série, elle a plusieurs producteurs, elle a également plusieurs showrunners et c'est pas toujours le même réalisateur qui s'occupe des différents épisodes, mais elle est scénarisée par un seul et même homme, Tony Gilroy. Alors Tony Gilroy, il est pas seulement scénariste, il est également réalisateur. C'est notamment lui en 2012 qui a réalisé le film Jason Bourne Legacy, je crois que c'était. Bon, ce film-là, honnêtement, moi personnellement, j'en ai pas gardé un souvenir impérissable, soyons honnêtes. Mais par contre, j'ai de très bons souvenirs de très nombreux films qu'il a scénarisés. En 1997, il est notamment derrière l'histoire du film L'Associé du Diable, que j'adore. Il est également derrière le film Armageddon de Michael Bay. C'est lui qui a écrit le scénario d'Armageddon et surtout, c'est lui qui a écrit le scénario de mon Star Wars favori, qui est Rogue One. Rogue One, il est sorti en 2016 et c'est de tous les films Star Wars celui que je préfère, en tout cas pour le moment et depuis longtemps, c'est celui que je prends le plus de plaisir à revoir et pourtant c'est un film Star Wars qui a été sorti par la Disney Company, qui a été sorti après le rachat. Disons que c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle, si on peut dire ça comme ça. Et c'est pas pour rien que Tony Gilroy, il est à la scénarisation de cette série Andor, c'est tout simplement parce que la série Andor est un préquel au film Rogue One de 2016. Alors si on revient un petit peu sur le synopsis du coup, le film Rogue One, qui est donc sorti en 2016 et qui était le premier film d'une série qu'ils souhaitaient appeler A Star Wars Story, comptaient en faire beaucoup, ils en ont sorti que 2 parce que le second c'est celui de 2018, c'est Han Solo, ça a été vraiment un succès très mitigé au box-office et ça fait que Disney est un petit peu revenu en arrière et c'est plus axé sur les séries. D'ailleurs maintenant ils font quasiment que des séries dans l'univers de Star Wars, ils ont un petit peu mis de côté les sorties cinéma et les gros films. Avec l'échec de Han Solo, je pense vraiment qu'ils ont revu complètement leur plan. Mais Rogue One, lui, ça avait été un énorme succès, tout simplement parce que c'est un excellent film. Il se déroule juste avant l'épisode 4 de l'univers de Star Wars, donc juste
juste avant Un Nouvel Espoir, et en fait il nous explique comment l'Alliance Rebelle a obtenu les plans de la fameuse étoile de la mort, la fameuse arme de destruction massive de l'Empire. On y suit Jean Erso, une jeune femme solitaire, plutôt sauvage, qui est la fille de la personne qui a dessiné les plans de l'étoile de la mort, et on y suit et découvre également Cassian Andor, qui est un rebelle très investi pour la cause, mais qui revêt également beaucoup le costume de l'anti-héros, un petit peu désabusé, héros malgré lui, etc. Ces deux personnages qui sont, je trouve personnellement, particulièrement attachants, d'autant plus que leur histoire, et je pense que vous savez de quoi je parle si vous avez vu le film Rogue One. Et bien cette série Andor, Andor avec un A, pas Andor avec un E, c'est Andor avec un E, c'est la planète des Ewoks là, c'est la lune forestière des Ewoks, donc pas du tout. Donc cette série Andor avec un A, elle nous propose en fait de suivre Cassian Andor, le personnage qu'on a rencontré dans Rogue One, et de découvrir un petit peu son parcours avant qu'il en arrive à cette énorme mission pour l'Alliance Rebelle. On revient ainsi 5 ans avant le film Rogue One et on va suivre un petit peu son évolution et surtout comment il est rentré dans l'Alliance Rebelle, comment il a progressé pour se retrouver dans cette mission aussi importante pour l'avenir de l'univers, on va dire ça clairement, et voir un petit peu l'évolution qu'a connue son personnage, les différentes personnes qu'il a rencontrées, et voir également comment s'est construite l'Alliance Rebelle, comment s'est construite la résistance durant ces 5 années. Et je trouve que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant parce que on ne s'occupe pas, on s'attache pas à ces grandes figures de proue ultra héroïques et ultra idéalisées de l'univers de Star Wars, que vont être les grandes Jedi, que vont être Han Solo, etc. On s'intéresse aux petites mains de la résistance, à des personnages qui sont importants. Cassian Andor est important, mais il n'apparaît que dans un seul film. Et au final, c'est pas quelqu'un de tant héroïsé que ça, si vous voulez. Et surtout, on va aussi s'intéresser à tout ce qu'il y a derrière, en fait, toutes les petites personnes, les petites gens qui forment la résistance au-delà des grandes figures que l'on voit dans les grands films. Et ça, c'est vraiment le genre de choses que moi j'aime, donner corps à un univers en le nourrissant de petits personnages, de petits événements, de petits lieux. Pas petits au sens, je les minimise on va dire, mais petits au sens de, c'est pas Coruscant, vous voyez. On va aller visiter des planètes moins connues, des endroits où il s'est pas passé grand chose non plus, mais qui font partie des petites miettes et du petit ensemble d'étoiles qui forment à la fin la grande constellation de la résistance. Et ça, je trouve que c'est un sujet extrêmement intéressant et que c'est un très bon choix de série pour Disney. Au casting, forcément, on retrouve Diego Luna pour incarner Cassian Andor. Diego Luna, on l'avait déjà vu dans le film Elysium de 2014, que personnellement j'avais beaucoup aimé. Je trouve qu'il est sous-coté ce film, on en parle pas souvent, mais il est très sympa. Il était également en 2017 dans le film L'Expérience Interdite, qui lui par contre est un très mauvais film d'horreur, horreur hôpital, expérience, vie après la mort, machin. Bref, je vous le recommande pas. On retrouve également Stellan Skarsgård, j'espère que je prononce bien son nom, qui est un acteur que personnellement j'apprécie beaucoup et que je trouve on ne voit pas assez. Il était en 2006 dans le film Pirates des Caraïbes et très récemment en 2021 on l'a vu dans le film Dune, il va d'ailleurs revenir en 2023 pour le second opus. J'étais très contente de le voir au casting du film Dune parce que vraiment je l'apprécie. Il était également pour ceux qui l'ont vu dans le remake américain de Millennium. Moi j'ai préféré l'original donc j'avoue que la version américaine j'ai pas beaucoup de souvenirs mais il était là. On retrouve également Adria Arjona qu'on a vu cette année dans l'exceptionnel film Morbius. Je vous encourage à aller voir ma vidéo dessus, c'est vraiment une pépite ce film et je pense totalement ce que je dis. Et elle était également en 2018 dans l'exceptionnel Pacific Rim 2, toujours une pépite vraiment. Mais en tout cas je suis contente de la voir dans la série. Il y a également d'autres acteurs et actrices comme Denise Coft, Kyle Soller ou encore Varada Setu. En fait il y a tout un ensemble d'acteurs. Notre personnage principal c'est Cassian, on va le suivre dans différents endroits, dans différents groupes de personnes sur différentes planètes et donc forcément on va avoir un casting extrêmement fourni. Je me répète mais il faut vraiment noter qu'au moment où je fais cette vidéo, seuls les 6 premiers épisodes sont sortis, donc tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant ne relèvera que de ce que j'ai pu découvrir dans les 6 premiers épisodes. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer après, j'ai des hypothèses, j'ai des petites théories personnelles, mais en tout cas, quand je vais vous parler de la direction artistique, de la musique, des décors, des intrigues, du rythme, je vais vraiment vous parler des 6 premiers épisodes. Et la principale question, c'est est-ce que ces 6 premiers épisodes, ce mi-parcours pour la série d'Andor, donne espoir pour la suite? On va commencer par évoquer la direction artistique. Je suis très contente parce que nous avons une photographie, une image, des décors, des costumes qui sont très sobre. Je trouve que l'image est extrêmement élégante. Il n'y a pas de fioritures inutiles, on n'en fait pas trop, on n'en met pas des caisses et on n'essaye pas de faire des trucs ultra esthétiques comme on a pu voir dans la fameuse post-logie où il y avait des images qui étaient magnifiques avec tous ces trucs rouges et bleus, etc. Mais c'était très esthétique. Il y avait vraiment une volonté de faire des photos, vraiment un côté très visuel. Là, on a quelque chose de sobre, de pas du tout dans l'esbrouf visuel, mais de très efficace et de très agréable à suivre sur 1 heure
Honnêtement, pour moi, c'est tout le temps un moment où je suis embriguée dans l'univers, je me sens pas envahie par tout ce qui se passe, juste je me remets lentement mais sûrement dans l'univers, les 2 premières minutes je rentre dedans et après je suis emportée par ce qui se passe et visuellement c'est dépaysant sans être excessif. C'est très agréable de retrouver de grandes parties de prise de vue réelle et surtout d'espaces naturels, notamment les épisodes 3 à 6 qui se passent sur la planète Aldani. J'ai trouvé que c'était magnifique, c'est très très beau. Il y a des endroits, ils ont choisi des endroits pour tourner qui sont magnifiques. D'une manière générale, il y a évidemment des effets spéciaux, il y a évidemment des fonds verts, mais c'est plutôt bien amené et ça nous permet de découvrir une grande diversité de paysages. Et ça, c'est mon deuxième point que je trouve visuellement très positif. Il y a une belle diversité de paysages. Moi, ce que je veux dans l'univers Star Wars, c'est ce que je vous disais dans ma première vidéo, j'ai envie de le découvrir, j'ai envie de visiter ce monde, j'ai envie de découvrir de nouvelles espèces, de nouvelles planètes, de nouvelles cultures, de nouvelles traditions, de nouveaux folklores. J'en ai marre de voir tout le temps les mêmes endroits, j'en ai marre de voir tout le temps les mêmes personnages. Et là, Andor remplit complètement le cahier des charges de ce que moi je veux, parce qu'on a déjà vu 4 ou 5 planètes différentes, alors qu'on est au 6e épisode. En soi, oui, ça fait 6 heures, ça fait beaucoup, mais on a eu déjà une grande diversité de paysages, une grande diversité de cultures, une grande diversité de personnages, de lieux. Moi, je suis très contente. Alors, j'ai eu quand même un petit pincement au cœur, parce que j'étais persuadée qu'on allait commencer sur la planète de Bracca, qui est la planète du jeu vidéo Fallen Order, que j'adore, parce qu'il y a Cal Kestis dedans, et que j'adore aussi. Enfin, j'adore ce jeu, c'est mon jeu préféré dans l'univers, et en soi, si les jeux comptaient dans mon classement des éléments favoris dans l'univers de Star Wars, il serait juste en dessous Rogue One, donc je mélange Rogue One avec Fallen Order, j'étais hyper heureuse. Bon, on ne commence pas sur la planète Bracca, c'est une planète qui ressemble puisque c'est également une planète où il y a des os, etc. Mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai également aimé l'ambiance sur Morlana, enfin bref, d'une manière générale, j'ai trouvé qu'il nous apportait une grande diversité de paysages, tous très différents, mais tous très intéressants, et qui nourrissent vraiment cette ambiance où on a affaire quand même à un voyageur. Cassian Andor, il va aller de planète en planète, il a toute une histoire à nous raconter, il a déjà un passé, mais en plus on va découvrir son avenir dans la Résistance et cet aspect où il change quand même beaucoup de localisation, et moi ça me fait vraiment rêver cet aspect de voyage dans l'espace et voyage dans l'univers de Star Wars. Alors c'est pas parce que c'est sobre et qu'on a une grande diversité de paysages qu'ils prennent pas le temps de nous faire quand même de très beaux moments. Je pense par exemple à la fin de l'épisode 6 où on a quand même une apothéose visuelle et une apothéose d'effets spéciaux, mais on n'a pas une orgie et un trop plein. C'est-à-dire qu'on a plein de moments qui font très vrai, très physique, voire qui sont tournés directement en paysage naturel, et ensuite on a quelques instants où tu sens qu'ils mettent le paquet pour nous créer du sensationnel et de l'apothéose, notamment à la fin de ce 6e épisode, qui est la fin d'un arc, mais ça on y reviendra quand on parlera du rythme. Et ça je trouve ça intéressant parce que je trouve qu'il y a un équilibre qui est très difficile à trouver entre les effets spéciaux et les moments plus réalistes pour créer dans une série des hauts et des bas, et là je trouve qu'ils y arrivent très très bien, notamment avec ce découpage dont je vous ai dit on va reparler. Je les ai pas évoqués, mais les costumes sont toujours au top, et d'une manière générale je trouve que dans l'univers de Star Wars les costumes sont toujours au top. Il y a vraiment une identité pour l'Empire qui est très très bien définie, qui est régulière de film en film. Je pense qu'en fait il y a une équipe costume qui bosse sur Star Wars, qui devait déjà être chez Lucasfilm, qui est passée chez Disney, je pense que c'est toujours les mêmes, qui fait un taf de dingue. Et même quand on nous introduit de nouvelles cultures, bah là du coup on rencontre le peuple de la planète Aldani, bah on a un travail de dingue sur les costumes, sur le style, sur... En fait, ne serait-ce que de voir les personnages, tu vois déjà une partie de leur culture, une partie de leur tradition et de leur folklore, je trouve ça super intéressant. Pareil pour les uniformes de l'Empire, il y a vraiment une communication visuelle qui est très très forte par les costumes, et moi j'adore vraiment au niveau vestimentaire, on va dire, l'univers de Star Wars, que je trouve très riche et toujours très pertinent, et ça, pour le coup, ça ne m'a jamais déçu, quel que soit le contenu. C'est aussi le cas dans la post-logie, il y a plein de costumes qui sont extrêmement intéressants. Malheureusement, c'est éclipsé par beaucoup d'autres choses qui ne vont pas, mais je trouve qu'il y a vraiment toujours un travail sur les costumes qui est génial. Et forcément, il y a toujours un travail sur les droïdes, car chaque film ou chaque série Star Wars doit avoir son droïde. Là, nous avons B2EMO, qui est fort mignon, mais je suis contente que ça ne se passe pas comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on nous la fasse pas à la princesse Disney qui se fait suivre par son animal de compagnie. Malheureusement, notre petit B2EMO est un petit peu resté sur la touche, mais je trouve que c'est un parti pris qui est intéressant pour un petit peu casser avec la routine, dirons-nous, mais il est quand même très mignon. Et j'adore les droïdes d'une manière générale, je suis très très droïde. Et dernière chose au niveau de la direction artistique qui peut paraître mineure, mais qui est très importante au final, c'est le générique de début. Là, c'est pas un long générique, très prenant, etc. C'est quelque chose de très sobre et très humble, on a le fond étoilé, et là apparaît le nom Andor avec une très belle musique. J'adore ce générique, simple, efficace, sublime, qui correspond bien visuellement et de façon sobre, esthétique, ni trop peu, à l'ambiance qui est donnée dans la série. C'est très bien fait, ça commence très bien chaque épisode, on n'a pas envie de le zapper, parce que moi quand le générique est trop long, j'avoue que j'ai envie de le zapper souvent, très souvent, et là juste voilà, c'est efficace, c'est le petit rappel de la série que t'es en train de regarder, mais on n'en fait pas trop.
j'adore. On passe très rapidement à la BO qui est très agréable et en plus je trouve intéressant qu'ils arrivent à changer les ambiances avec la BO. Là encore ils suivent le découpage du rythme sur lequel on va revenir, mais je trouve que honnêtement le travail de la musique est très sympathique. J'aurais aimé qu'elle soit peut-être un peu plus présente dans certaines scènes pour donner un côté encore plus épique à certains moments, intimiste à d'autres, mais je trouve globalement que le travail sur la musique est très bien. Et pour le coup je regarde la série en VF, donc je peux pas vous dire si la VO vaut le coup, j'ai regardé aucun épisode en VO, j'ai pas fait cet effort là, tout simplement parce que je regarde la série en travaillant. Comme j'ai pas beaucoup de temps dans ma vie, je fais souvent plusieurs choses en même temps, donc je regarde la série en travaillant et du coup je la regarde plutôt en VF, mais les voix VF sont très très bien. Et d'une manière générale, le film Rogue One, je le préfère en VF qu'en VO parce que je l'avais découvert en VF à l'époque, donc je pense que ça me stresserait d'avoir un Cassian Andor qui a pas la voix habituelle. Donc je préfère rester sur mes repères et rester sur des bonnes bases. On passe à ce fameux rythme qui est très intéressant. La série semble construite, en tout cas sur ses 6 premiers épisodes, en différents arcs de 3 épisodes. On a eu les 3 premiers épisodes qui se passaient sur Périx où on a rencontré Cassian Andor et on a vu un petit peu d'où il venait et où est-ce qu'il avait un petit peu construit sa vie. On a eu quelques infos, quelques petits indices sur son passé et son enfance, puis ensuite on a vu un petit peu comment il avait construit son existence, son métier entre guillemets, les gens qu'il connaît, etc. Et ensuite, une fois ces 3 épisodes terminés, on a un moment de tension, une espèce d'apothéose de fin d'épisode pour le 3e, et on passe à un autre arc, et on passe à l'arc de Aldhani. Et là encore, 3 épisodes s'écoulent, un premier qui est un épisode de présentation de cette nouvelle planète et des nouveaux protagonistes que rencontre Cassian, un épisode de développement où on approfondit les relations avec les personnages et on approfondit la problématique et l'enjeu de ce nouvel arc, et un épisode de conclusion avec une emphase et une apothéose finale. Je trouve cette construction extrêmement intelligente. Je trouve vraiment que ça crée un très bon rythme. Il n'y a pas le ventre mou qu'il y a souvent dans un trop long film ou qu'il y a souvent dans une série où les 2 premiers épisodes sont très sympas parce que tu découvres l'univers, ensuite ça se tasse et ensuite ça remonte sur la fin parce que les enjeux, on arrive enfin à se frotter, on va dire, à la réalité et aux vrais enjeux de l'histoire. Là, je trouve que c'est une rythmique qui est extrêmement intéressante et qu'en plus qui correspond très bien au développement de personnages qu'ils veulent nous montrer, puisqu'ils veulent nous montrer comment cette espèce de petite frappe de l'espace va devenir quelqu'un d'extrêmement important pour l'Alliance Rebelle au point que c'est lui qui va travailler sur cette mission qu'est la mission Rogue One. Il faut nous montrer la transition du personnage entre celui qu'on rencontre au premier épisode et bien plus tard, celui qu'on rencontrera dans le film Rogue One. Je trouve intéressant de le faire comme des étapes successives, une sorte de voyage initiatique où il va être guidé par des personnages qui sont pas forcément à ses côtés. Je pense au personnage de Raël qui est sur Coruscant ensuite et qui va un petit peu le guider sur le chemin de la rébellion. Je trouve que cette construction est extrêmement intelligente, extrêmement maligne, permet de maintenir l'intérêt parce que là par exemple, j'ai terminé l'épisode 6, je n'attends qu'une chose, c'est de voir quel est le prochain environnement. Où est-ce qu'on va pour l'épisode 7? Et où est-ce qu'on va rester, si on suit la même construction, de l'épisode 7 à l'épisode 9? Quels vont être les nouveaux enjeux? Quelle va être la nouvelle étape dans la progression, dans la construction de la rébellion et dans la production de Cassian dans cette rébellion? Moi, je trouve que c'est très intelligent. Vraiment, j'applaudis, c'est très très bien fait. En plus, ça nous permet d'avoir un très bon système de développement de personnages. Notre personnage principal, qui est Cassian, va avoir droit à différentes des étapes et elle va rencontrer un ensemble de personnages qui vont lui permettre d'apprendre tout au long. C'est un petit peu l'échelle de l'apprentissage. Nous, on apprend à connaître ses réactions et puis lui, il évolue et il va évoluer de rencontre en rencontre et de mission en mission. Et en plus, on va avoir des personnages guides, comme je vous l'ai dit, comme Raël, comme potentiellement la sénatrice. Je trouve qu'elle est hyper intéressante et puis j'aime qu'ils aient quand même intégré un aspect géopolitique à l'histoire. Et ensuite, tous les gens qu'il va rencontrer au fil de ces différentes missions. Et je trouve ça très très bien. Bon, on va avoir une énorme flopée de personnages qui sont pas tous énormément développés, mais on a toujours l'épisode de transition de ces arcs, épisode 1 découverte, épisode 3 conclusion, l'entre-deux on va avoir l'épisode de transition qui nous permet quand même de donner des lignes de dialogue et de donner de l'épaisseur aux personnages que rencontre Cassian et je trouve ça très très bien et honnêtement ça va nous permettre d'avoir une grande diversité de ces petites mains dont je vous parlais de la résistance, on va en rencontrer plein. On va voir que c'est pas seulement des grands noms qui mènent la charge, on va voir que c'est énormément de personnes, énormément de lieux, de petits groupes qui se démènent et qui font ce qu'ils peuvent chacun avec les motivations qu'ils ont. Et c'est pour ça que le groupe par exemple d'Aldhani est super intéressant parce qu'ils ont tous des motivations différentes. Et ça je trouve ça super et là encore je trouve ça très intelligent pour nous présenter la résistance. En plus il rajoute un aspect que j'ai
adoré. C'est le BSI, là, le bureau de surveillance intergalactique, là, le bureau de surveillance de l'Empire. C'est-à-dire que de temps en temps, ils nous décentrent de la résistance pour nous montrer un petit peu l'impact que la résistance a sur l'Empire, cette résistance naissante qui est en train de s'imposer. Petit à petit, elle va devenir, je pense, le sujet central de préoccupation de ce bureau de surveillance. Et en plus, de la même façon que j'adore voir la construction et l'organisation des petites mains de la résistance, j'adore voir la construction et l'organisation des petites mains de l'Empire. Et c'est super intéressant. Et puis alors j'adore la tête qui tire tous au bureau, là, la BSI, le côté hyper coincé, hiérarchie à fond, etc. Je trouve que le contraste est très intéressant et je trouve que c'est également un très bon choix scénaristique et un très bon choix au niveau de la construction des épisodes, puisque à chaque fois qu'on va avoir un petit relâchement du côté des actions qui se passent, du côté de la résistance, on va nous envoyer à la BSI voir un petit peu comment réagit l'Empire à tout ce qui est en train de se passer. Et c'est là qu'on en arrive au dernier point que je voulais aborder avec vous. Je trouve que cette série aborde des enjeux extrêmement forts pour le Star Wars de Disney. Des enjeux que le Star Wars de Disney avait semblé délaisser en voulant nous faire à fond du fanservice avec des séries sur Obi-Wan ou des séries sur Boba Fett. Pour moi, honnêtement, je ne les ai pas vus. Donc évidemment, je parle des retours que j'ai eus et du sentiment que j'avais en voyant les bandes annonces, en voyant les différentes informations que j'ai pu recevoir. Pour moi, ces séries-là sont du fanservice. C'est-à-dire essayer de servir les fans parce que on n'a pas d'autre histoire à raconter. D'un côté, il y a le fanservice, de l'autre, il y a ces espèces de grosses sagas que sont la post-logie et que sont ces tentatives qui ont été Rogue One et Han Solo, qui pour certaines ont fonctionné. En gros, quand Disney se frotte à quelque chose d'autre que la grande saga originale et essaye plutôt de nourrir l'univers, ça marche. Rogue One, ça marche, et Andor, j'ai l'impression que ça fonctionne. Mais quand Disney essaye d'aller copier ce qui a déjà été fait, voire même d'aller rajouter au travail, combler et écrire sur le travail de George Lucas, j'ai l'impression que là, ça ne matche pas pour les fans. Soit parce que c'est trop fanservice, comme les séries, soit parce que l'écriture qu'on essaye de proposer n'est pas à la hauteur de celle qu'on a connue. Et que forcément, si tu marches sur les plates-bandes de quelqu'un qui a eu autant d'impact sur le cinéma et d'un univers qui a eu autant de succès que l'univers de Star Wars, il faut au moins essayer de faire quelque chose de différent parce que tu sais que si tu joues avec les mêmes règles, tu ne feras pas aussi bien. C'est pour ça que je pense que des séries comme Andor, des séries comme Mandalorian et des films comme Rogue One sont beaucoup plus intéressants et ont beaucoup plus d'enjeux pour la Disney Company que le fait de continuer les trilogies ou le fait de continuer les histoires de personnages qu'on connaît déjà qui n'ont pas été écrits par eux. Dans les espaces, dans les interstices qu'a laissé George Lucas dans son univers, là Disney peut s'insérer et essayer de rajouter des choses à l'univers et essayer de créer de nouveaux personnages, de nouvelles histoires. Mais par contre, aller vouloir tripatouiller des histoires déjà existantes et déjà écrites par d'autres, ça j'ai l'impression que ça ne marche pas et qu'il n'y arrive pas. Et je pense pour cela que la série Andor peut être un enjeu majeur pour Disney parce que si cette série rencontre un grand succès, Disney réalisera peut-être que c'est le moment de marquer un tournant, laisser les trilogies originales dans leur coin là où elles sont très bien, toutes seules, gentilles, et d'essayer de voir ce qu'ils peuvent apporter d'autre à l'univers. Et si apporter d'autres, c'est apporter des choses comme ce que ces 6 premiers épisodes que j'ai vus, et c'est très bien. Et moi j'en suis très contente. D'autant plus que là, on a un intérêt supplémentaire, en tout cas pour moi, c'est la dimension anti-héros. Moi j'ai du mal, vous voyez, avec les Jedi, c'est d'ailleurs pour ça que je préfère les Sith la plupart du temps, parce que les Jedi ont cet aspect pur, cet aspect héroïque sur lequel moi je bute toujours un peu. Je préfère les anti-héros, je préfère les héros torturés. Je pourrais avoir un certain appel pour Anakin, mais je le trouve absolument insupportable. Je préfère les héros un petit peu torturés. Je trouve qu'il y a plus de profondeur que des héros qui sont dans le côté lumineux de la force, vous voyez. Et du coup forcément j'ai un appel beaucoup plus important vers le groupe des humains que vers le groupe des Jedi. Et j'ai d'ailleurs l'impression que j'aime plus les films où il n'y a pas de Jedi que les films où il y en a. Et ça c'est un goût personnel, mais d'une manière générale je pense qu'aller vers autre chose que le monde du Jedi, ça peut être également intéressant pour Disney. Sans parler du fait que de toute façon, les pouvoirs des Jedi, ils font un peu YOLO dans la post-logie, donc si tu maîtrises pas ton sujet, t'évites d'en parler, on va dire ça comme ça. Je suis pas non plus une spécialiste, mais j'ai vu la souffrance dans le regard des fans, et je sais, ils ont pris de grosses libertés avec la force sur la post-logie, et que peut-être qu'il faudrait s'abstenir. Donc si je fais le bilan, franchement, je suis charmée par ces 6 premiers épisodes, je suis charmée par la sobriété visuelle, l'intelligence de l'écriture, l'intelligence du rythme et du découpage de l'action. Je suis charmée parce que Star Wars, c'est pas seulement les grandes trilogies, c'est pas seulement des sabres laser, c'est beaucoup d'autres choses et c'est un univers qu'on attend encore de découvrir et moi je trouve que c'est le rôle que devrait se donner Disney, nous faire découvrir cet univers plutôt que de retourner marcher sur les plates-bandes de George Lucas. Et je suis charmée également par cet aspect anti-héros qui est pas si présent dans la saga et qui personnellement me séduit énormément. Donc honnêtement je vais suivre les 6 prochains épisodes avec très grand plaisir
Et je vous propose d'ailleurs qu'on les suive ensemble et qu'on se retrouve tous les jeudis à 16h pour un petit avis rapide d'1 minute sous forme de short où je reviendrai sur mon avis de l'épisode qui vient de sortir. Toujours sans spoilers évidemment, puisque ce n'est pas le but de vous gâcher l'expérience, le but c'est d'échanger autour de ce nouvel épisode, pas de le gâcher pour tout le monde. C'est la première production Star Wars sur laquelle j'avais une hype pareille depuis un moment maintenant, et je suis satisfaite pour le moment de ce que je vois, et vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. J'ai vraiment de grosses attentes pour la suite, j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir de nouveaux lieux, découvrir de nouveaux personnages, continuer de voir Cassian évoluer, en savoir plus sur la Résistance, bref, tout ce que j'aime et tout ce que je veux pour l'univers de Star Wars. Et est-ce que je vous recommande la série? Franchement, totalement. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur le mi-parcours de Andor jusqu'au bout. Je suis très contente de faire ce bilan de 6 épisodes avec vous. Je me voyais pas faire dès le début, suivre la série dès le début et m'engager dans le fait de finir la série avec vous sans savoir si ça allait me plaire ou pas, parce que je vous dis vraiment l'univers de Star Wars, je suis très méfiante. Mais là, je suis plus que hype pour continuer et pour voir la fin de cette première saison. D'ailleurs, je ne l'ai pas évoqué dans la critique, mais une saison 2 est déjà annoncée et il n'y aura que 2 saisons. Et ça, je trouve ça bien aussi. Le projet est arrêté. On sait où on commence, où on finit. On finit au film Rogue One. Et le film Rogue One, ce sera la suite logique de la fin de la saison 2. Ils vont pas faire traîner le beurre sur la tartine pour essayer de faire plus d'argent. Non, ils savent où ils vont. Et ça aussi, ça fait plaisir. Et je pense que ça aussi, c'est important dans l'écriture de l'histoire. Si vous avez le même ressenti que moi, les commentaires sont là. Si vous avez un ressenti différent également, dites-moi si la série vous plaît. Dites-moi ce que vous pensez de ces 6 premiers épisodes. Dites-moi si vous avez des attentes. Dites-moi aussi si vous ne l'avez pas vu ou si ça vous tente après avoir vu cette vidéo. J'espère avoir convaincu certains d'entre vous qui, comme moi, sont un peu méfiants de l'univers de se lancer dans la série Andor que personnellement j'apprécie beaucoup. Par ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, comme vous le savez, ça fait très plaisir et ça valorise mon travail. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à activer la cloche, surtout si vous voulez suivre les shorts, parce que les shorts ne sont pas des sorties comme les vidéos. Du coup, ils apparaissent pas forcément dans votre fil abonnement. Donc si vous voulez suivre les shorts sur les épisodes, n'hésitez pas à activer la cloche. Moi, je ne vous embête pas plus, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages, peut-être la série Andor, et nous on se dit à très vite. Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Ça me fait penser qu'il me faudrait un mug Star Wars. J'en ai pas. J'ai des mugs de tout, mais j'ai pas de mug Star Wars. Mais en fait, il n'y a aucun mug Star Wars qui me plaît ou pour lequel j'ai eu un coup de cœur pour le moment. Je crois que la prochaine fois que je retournerai à Disney, j'essaierai de voir s'ils ont sorti des nouveaux trucs. Faudrait que j'y aille pour la saison de la Force, je pense. C'est n'importe quoi. Cette énorme... Son palmarès, elle a que des pépites. Mais en tout cas, je suis contente. BB-8, je le trouve insupportable, mais les autres, franchement, j'ai toujours un petit pincement au cœur pour les droïdes. Donc je préfère rester sur les bonnes bases que... Ah mon chat!